Allez, les livres audio au service d'une éducation ludique sur le stand de Audible. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. On va parler un petit peu des livres à l'école, un petit peu comment les livres audio peuvent servir à la fois pour le plaisir, mais aussi peut-être en classe. Nous avons avec nous 3 professionnels. François Tavares qu'on vient d'entendre, c'est pour ça que je le présente en premier, parce que vous l'avez peut-être déjà entendu il y a quelques minutes avec les enfants, en train de leur lire un conte de Jeannot Lapin. Anissa Aouziane, qui est professeure d'anglais à l'école internationale bilingue, c'est une école privée dans le 17e à Paris. On parlera un petit peu de ce que vous avez fait à la fois en France, mais aussi aux États-Unis. Ça va être très intéressant. Et on va commencer, puisqu'on est sur le stand Audible, on va commencer avec Héloïse Elandaloussi, qui travaille chez nous, qui est donc responsable catalogue, c'est ça, hein? Responsable du contenu. Responsable du contenu. Alors, si j'ai bien compris, Héloïse, sur Audible, on va trouver à la fois des titres donc, de littérature adulte. Ça, effectivement, donc, les adultes ont pu le voir. Il y a plusieurs couvertures, mais aussi donc, un beau catalogue jeunesse qui représente sensiblement 10%. Effectivement, donc, le catalogue Audible France, aujourd'hui, c'est 6000 références. Oui. Toutes catégories confondues. Et effectivement, la jeunesse représente environ 11%, c'est-à-dire 700 titres. D'accord. Donc depuis 2005, donc ça fait faire 11 ans. Comment ça va faire même 12 ans, on est déjà en 2017. Comment le catalogue s'est fait au fur et à mesure du temps? Alors, Audible est donc diffuseur de contenu audio parlé numérique. Oui. Et donc, le catalogue jeunesse, essentiellement, puisqu'on est là pour parler de la jeunesse. Bien sûr. Et donc, le catalogue audio de nos éditeurs partenaires, donc, qui sont les éditeurs français. Et là, je peux citer, par exemple, pour la jeunesse, Gallimard Écoute et Lire, Frémaux et Associés. Et ce sont leurs catalogues qu'ils ont, eux, en production physique ou même livre CD, et qui sont diffusés au format numérique chez nous. Vous leur achetez les droits ou alors vous... comment ça fonctionne? Ils sont distribués chez nous. Ils sont distribués chez vous. Ah oui, c'est vrai que je vous l'ai dit un petit peu avant de commencer que je pense que tout le monde ici, même les adultes, ont écouté un jour un livre audio parce que moi, en faisant effectivement quelques recherches pour cette rencontre, je me suis aperçu que le premier livre audio, c'est 1877, c'est quand Thomas Edison a inventé le gramophone. Il a réellement créé le livre audio parce qu'il servait à la fois pour les malvoyants, mais surtout, il s'est dit, pour les enfants, on va créer ça. Donc voilà, donc tout le monde, à un moment ou à un autre, que ce soit en cassette, que ce soit en 33 tours, 45 tours, on a tous eu ici, normalement, peut-être des livres audio. Et bien sûr, il y a eu l'oralité qui a fait partie. Voilà, c'était pas pour remplacer l'oralité, c'était pour ajouter un plus à l'oralité. Hein, donc. Et donc voilà, ça fait donc 140 ans qu'on écoute des livres audio et grâce à Audible, on peut les télécharger sur Internet. Donc nous en parlions, donc ce catalogue au fur et à mesure des titres. Est-ce qu'il y a des titres, vous prenez tout ce qui sort chez les éditeurs? Alors, en tant que diffuseur, effectivement, tout le catalogue de nos éditeurs partenaires est disponible. Donc, tous les titres qu'ils veulent bien diffuser sur Audible. Par ailleurs, Audible Studio Audible, sous le label Audible Studio, est producteur de contenu. Mais pour l'instant, nous avons fait surtout du contenu adolescent. Donc, par exemple, on a produit Divergente ou Phobos de Victor Dixon. Mais en tout cas, pour les segments, par exemple, 0-3 ans, 3-6 ans, ce sont les titres de nos partenaires. Comment vous choisissez les titres ados? Alors, les titres ados, de la même façon en fait, que tout le catalogue Audible Studio, nous, on a une veille constante du marché. Donc, la première chose, c'est on regarde ce que nos auditeurs achètent et ce qu'ils veulent écouter, donc ce qui manque sur notre catalogue. Bien entendu, on regarde aussi le marché papier. Et donc, je ne cache pas que les best-sellers, effectivement, passe en premier, j'imagine. C'est effectivement un critère de sélection oui. important. Mais bien entendu, nous sommes une équipe contenue, donc avec une approche éditoriale et donc de choix de titres en fonction des ventes et des attentes de nos clients. Et à partir de là, comment ça fonctionne? Alors, donc, par exemple, on va prendre Phobos de Victor Dixon, qui est sorti chez Robert Laffont dans la collection Exactement. R, si je me souviens bien. Enfin, je ne sais même pas si je me souviens bien, c'est ça. Comment, à partir de là, est-ce qu'on va choisir le comédien qui va lire? Quel est le travail en amont? Alors, le travail en amont, c'est l'acquisition des droits. Et une fois qu'on a acquis les droits, donc on transmet à notre équipe de production, ici présente, qui travaille... Bonjour l'équipe de production. qui travaille main dans la main avec nos studios partenaires et qui, à partir de la lecture du texte et des fois, parfois, en relation avec les auteurs, décide de quelle voix doit être associée. Donc, par exemple, si le texte nécessite plusieurs narrateurs, 1 ou 2 narrateurs, si il y a effectivement 2 personnages principaux ou un seul narrateur. Et donc ça, c'est vraiment dans les mains de la production. Ce n'est plus l'équipe contenu.
Quels sont les titres alors qu'on peut trouver? Donc c'est un catalogue très varié, donc comme je disais, ça va de 0 à adolescent. Et on trouve ce qui est bien, c'est que c'est rangé par tranche d'âge, hein, comme ça les parents ne sont pas perdus. Exactement. Oui. Donc on retrouve à la fois des comptines pour les tout petits et les grands classiques, les contes de Perrault. On trouve aussi le très beau catalogue, par exemple, de Écoutez lire, Gallimard, donc Roald Dahl, le petit Nicolas aussi, les grands classiques. Aujourd'hui, Audiolib s'est aussi lancé avec une collection jeunesse qui contient, par exemple, Pierre Bottero, qui n'existait pas encore en audio, mais aussi des licences comme Disney. Et on trouve aussi tous les grands classiques, Jack London, Alexandre Dumas. Il y a un choix tellement vaste. Exactement. Qu'on peut trouver forcément quelque chose qui peut vous faire plaisir. Exactement, et on trouve aussi du contenu original. Par exemple, on a un partenaire qui s'appelle Bloom, et qui fait des programmes, donc c'est Bloom, la radio des enfants, et qui a des programmes très complets. Donc dans un livre audio de 40 minutes, on va trouver des jeux, des programmes de méditation, des questions d'enfants. Et donc ça, c'est complètement inédit par rapport à ce qu'il faisait avant en audio. Est-ce que l'on sait quelle tranche d'âge lit le plus? Ou alors les parents vont plus télécharger pour quelle tranche d'âge? Alors, nous, on avait réalisé l'année dernière une enquête Ipsos qui avait révélé effectivement un segment affinitaire entre 6 et 9 ans. Oui. Donc c'est vraiment l'âge où les parents sont le plus demandeurs de contenu audio. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre maintenant les plus de 9 ans jusqu'aux adolescents. Et là aussi, parce que effectivement, les adultes, pour eux, c'est encore un peu étonnant d'écouter un livre, alors qu'aux États-Unis, ça marche bien. Enfin, je crois que ça représente 20% à peu près aux États-Unis. En France, c'est un peu léger. Mais justement, c'est donc le nouveau lectorat. Ça fait du bruit, c'est embêtant. C'est donc les 10 ans et plus, c'est ça? Alors, la catégorie ado a cette particularité en papier aussi d'être très transversale, c'est-à-dire que des titres comme Divergente ou justement Phobos vont être lus et écoutés en audio par des ados comme par des adultes. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vrai que c'est très, la littérature adolescente, à partir d'un certain âge, devient intergénérationnelle. Exactement. Oui, tout à fait. Est-ce que le rêve d'Audible, c'est maintenant qu'on ne dise plus « je l'ai lu, mais je l'ai entendu », ce livre? Mais c'est déjà le cas. Nos auditeurs le disent. Donc, effectivement, c'est un rêve qui devient réalité. Très bien, très bien. On va parler maintenant, effectivement, à Anissa Bouziane. Bonjour Anissa. Bonjour. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes professeur d'anglais à l'école internationale bilingue qui se trouve dans le 17e. Vous, effectivement, puisqu'on va parler un petit peu des langues, parce que le catalogue, effectivement, on ne l'a pas dit, on peut aussi bien trouver des titres en anglais, en allemand. Combien de langues? Donc le catalogue total, il y aura de la langue anglaise, de la langue allemande, français, et effectivement une grosse partie, donc le catalogue mondial audible en jeunesse, c'est plus de 7500 titres, et en grande majorité langue anglaise et langue allemande. D'accord. Moi, effectivement, pour les langues, on m'a conseillé, enfin du moins on dit ça depuis quelques années, depuis que c'est vraiment possible, de regarder les séries télé en anglais, sous-titré ou pas, ou peut-être de passer du sous-titrage au non-sous-titrage, parce que maintenant c'est très facile à faire. Est-ce que ça marche pareil pour le livre audio? Est-ce que c'est exact? Est-ce que ça fait réellement fonctionner l'oreille? Alors, en tant que professeur d'anglais actuellement au lycée, et je suis aussi examinatrice à l'oral du bac, et j'examine des élèves dans toute la région parisienne, et souvent quand les élèves sont très forts, je leur demande après l'examen, je leur dis « mais comment est-ce que vous avez développé votre capacité linguistique ?» Et souvent, c'est parce qu'ils ont ou bien écouté des films en version originale, ou... Alors, il y a une petite quantité d'élèves qui disent qu'ils ont écouté des livres audio. D'accord. Mais je pense que si on pouvait augmenter ce nombre d'élèves, que peut-être que ces capacités linguistiques seraient elles aussi augmentées. Comment on fait pour un livre audio? C'est vrai que par rapport à un film, on va mettre des sous-titres. D'accord. Pour un livre audio, comment on fait? Est-ce qu'on l'écoute et au bout d'un moment on comprend? Est-ce qu'on suit l'histoire en français et l'oreille s'habitue? Comment ça fonctionne? Alors, à mon avis, je pense qu'il faut aussi associer ça avec de l'écrit si les élèves sont débutants. Mais tout dépend de l'évolution des capacités linguistiques des élèves. Lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de langue,
disons un niveau B1 ou un niveau B2 par exemple, qui veut dire qu'il y a une capacité de compréhension de l'écoute qui ne nécessite pas un support écrit. À ce moment-là, pourquoi pas se balader dans le métro ou faire un jogging ou marcher jusqu'à l'école en écoutant un livre. C'est justement le livre que l'on doit lire pour aller en classe. Il y a la fonction sur Audible où alors c'est prévu effectivement une fonction qui permettrait de changer du français à l'anglais par exemple, comme on peut trouver par exemple sur une base comme Netflix où on peut changer sur les séries télé. En fait, les titres sont disponibles soit en langue française, soit en langue anglaise. Oui. Mais par exemple, quelqu'un qui veut écouter un livre, par exemple, je vais prendre, j'ai pas d'exemple, par exemple Divergente. Oui. Un enfant, s'il veut l'écouter en langue anglaise, il pourra aller chercher la version anglaise audio. Oui, c'est ça, oui. Mais enfin, il ne peut pas sauter de l'un à l'autre. Pour le moment, c'est pas possible, quoi. Oui, il faut acheter les deux, c'est ça. Oui, bien sûr, oui, oui. Ou alors ça ferait un trop gros fichier au bout d'un moment, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on détermine le niveau de langue et à ce moment-là, c'est au professeur d'associer ça à un cours et d'alimenter le cours avec cette offre qui serait de pouvoir écouter. Parce que l'écoute a toujours été quelque chose, un outil pédagogique. Je sais que moi-même, étant donné que j'ai un background en théâtre aussi, simplement la théâtralité de la lecture, dont monsieur pourra nous parler plus, cette théâtralité transmet un sens. L'information passe mieux quand elle est jouée, quand elle est lue avec conviction, c'est ça ? Et certains professeurs, depuis la nuit des temps, s'exercent à cette chose, la lecture aux élèves, quel que soit leur âge. Donc, mais ce n'est pas nécessairement un don qui est donné à tout le monde. Donc le livre audio, subitement, le met à la portée de beaucoup plus de gens, d'enseignants. Oui, ça, c'est la différence entre la forme et le fond. C'est pour ça qu'il y a certains professeurs qui endorment plus que d'autres, c'est-à-dire qui savent faire vivre leur cours. La lecture théâtrale est un don. On peut être très fin pédagogue et pas nécessairement savoir comment lire avec théâtralité. C'est un don ou ça se travaille ? Je pense que c'est les deux, mais encore, je pense que c'est peut-être à monsieur de nous en parler plus. Allez, comme ça, voilà. François, on va continuer. Enfin, je reviendrai vers vous après, Anissa. Est-ce que ça se travaille ? Est-ce que c'est un don ? Voilà, c'est plutôt ça la question. Moi, je ne suis pas forcément la personne la plus à même de répondre à ça. Je crois qu'on a des capacités. Oui. Et il y a des choses qui nous attirent plus que d'autres. Moi, je travaille la voix, entre guillemets, depuis l'âge de 7-8 ans. Ça s'entend. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, mais c'est une question qui est très personnelle. C'est-à-dire moi, je n'aimais pas ma tête, donc j'essayais de faire passer des choses dans la voix. Et à 7-8 ans, quand tous les gamins imitaient à l'époque, c'était Georges Marchais ou... Enfin, tu sais, Giscard d'Estaing, les gamins imitaient les hommes politiques avec le timbre qui était le leur, mais avec des inflexions, etc. Moi, je m'amusais plutôt à imiter les voix des séries télé que j'entendais. Donc, quand t'entendais Colombo, même si à 8 ans, je n'avais pas la voix de Colombo, je m'amusais à faire cette espèce de... Tu vois, et même si tu n'as pas la voix, c'est pas grave. Là, je le fais, là, je triche. Mais même gamin, je m'amusais, tu vois, tu traînes déjà la voix, etc. Ouais. À 7-8 ans, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était pas les hommes politiques, par exemple, c'était les voix des séries que je trouvais incroyables et qu'on retrouvait d'ailleurs d'une série à l'autre. Donc, est-ce que c'est parce que je sentais que je pouvais le faire, que je suis allé là-dedans, parce que j'aimais pas ma tête, donc ça me permettait de, tu vois, de combiner le truc. C'est un cercle vertueux dans ce sens-là. Mais et puis oui, j'aimais jouer. Moi, je venais de voir un film avec Louis de Funès. Je rentrais dans ma chambre, je fermais l'armoire comme les de Funès, je fermais les volets comme les de Funès. Tu vois, c'est un truc que tu as en toi plus facilement que d'autres, qui vont avoir du mal à se mettre ou en danger ou se sentir vulnérables ou se mettre un peu à nu pour dire des choses différentes, se connecter avec ce qu'ils sont et tenter de les traduire, de les transmettre. Donc à cet égard, quid de la poule, de l'œuf, tu vois, je veux dire, je pense que tu fais le truc parce que tu es déjà enclin à avoir cette facilité-là. Alors après, tu la travailles ou non, mais tu peux la travailler concrètement avec des cours de chant, avec le conservatoire, mais tu aiguises ton oreille. Moi, j'avais travaillé un jour avec un metteur en scène qui n'avait pas le sens du rythme. C'est invraisemblable. Je veux dire, comme disait Orson Welles, il écoutait parfois, il regardait même pas les comédiens, j'ai vu ça en interview, il écoutait. Et rien qu'à la manière de jouer, la prosodie, c'est comme un combat d'escrime à l'ancienne, c'est tac, 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 srac.
Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as même pas besoin de le voir, tu entends déjà, c'est concret. Chaque coup de métal, tu sais à quoi ça correspond et la position qui va avec. C'est pour ça que par rapport au livre audio, ce qui est intéressant, c'est de donner une couleur. Et quand tu as 40 personnages, bah, tu es obligé d'aller alors ou dans des très graves, ou à l'inverse de tout enlever pour faire une petite fille. Tu vois. Alors on sait bien que c'est pas une petite fille qui est en train de parler, mais si on donne une chance un peu au comédien qui est en train de faire ce qu'il faut et recommencer le nombre de fois qu'il faut pour que ce soit vraisemblable, alors on peut effectivement parce que les enfants vous voient effectivement prendre une voix de petite fille, ils voient bien que vous n'êtes pas une petite fille, ils voient bien que vous n'avez pas les couettes, enfin je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas une petite fille? Je crois que j'en ai assez entendu. Il n'y a pas les codes visuels de la petite fille, mais par contre, ils y croient quand même. Bah parce que tu vois des enfants, tu vois comme ils sont. Donc, évidemment, je ne peux pas avoir le timbre d'un enfant aujourd'hui, mais je peux enlever le maximum de grave. Et puis parfois, j'ai fait des livres où il y avait 2 petites filles qui se parlaient. Alors déjà, une, t'es content, mais alors 2, je te raconte pas. Donc, alors, comme il y en a une qui était un peu plus une sorte de spectre, donc tu te dis, bah tiens, on va trouver une voix un peu, tu vois, c'est un rythme. Et donc c'est pour ça que je reviens au rythme. Je pense que ce sont des métiers où si tu n'as pas le sens du rythme, et je pense par exemple aux professeurs, tu vois, je pense que quel que soit l'enseignement, la qualité de l'enseignement, c'est quoi? C'est se mettre un peu en danger, c'est oser des choses. Regarde en français, en cours de musique quand on était gamin, c'était celui qui chanterait le plus faux. Je ne sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai vu ça. Et c'est parce que dès que tu vas commencer de chanter juste, oh là, ça y est, il se la joue, il veut jouer à je ne sais pas quoi. En cours d'espagnol, tout le monde disait ferma la puerta por favor. En plus, moi je viens de Troyes dans l'Aube, alors l'accent troyen, je te raconte pas le O. C'est waouh. Donc là déjà, pour l'oreille, moi j'entendais les O. Je trouvais ça terrifiant. Donc déjà, je travaillais pour enlever ce O. Tu vois ce que je veux dire? Que tu peux reprendre si tu as besoin. Besoin. Mais donc, ferma la puerta, por favor. Et je leur disais, mais tu peux pas dire ferma la puerta, por favor. Tu vois, tu retrouves un petit truc un peu. Et en anglais, c'était pareil. Dès que tu commences à dire the door, please. The door, please. Tu peux pas dire the door, please. Enfin, tu vois. Et il y avait beaucoup moins d'anglais parce qu'à l'époque, c'était que du doublage français. Donc, tu avais beaucoup moins accès à ce qu'on peut. Ce que je dis, hein, c'est ça. C'est extraordinaire. Depuis 10-15 ans, on a une facilité d'avoir des séries et des films. Mais il y avait une VO, pudeur. quoi. Et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, il y a une pudeur avec ça, à ne pas jouer la carte du je me lance, j'essaie, je m'en fous d'avoir l'air bête, mais the door, tu vois, je mets du joli, je mets quelque chose d'esthétique. Et je pense que la France a un problème avec ça, avec l'esthétique. C'est parce que ça veut dire que tu joues à quelque chose que tu n'es pas, etc. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que tu te coupes de tout un pan. Holistiquement parlant, les 5 sens, je veux dire, tu vois, et quand tu peux mêler, effectivement, ce que je disais d'ailleurs à un auteur récemment, dont je fais les livres en ce moment, je disais, Jacques, parle tes textes, dis-les à voix haute. Parle tes textes. Il me dit, ah bon? Je dis, mais bien sûr, parce que tu ne te rends pas compte qu'à l'écrit, quand tu l'écris et quand tu le dis, mais tu as des phrases parfois qui sont très moches. Tu vois, tu as des consonances, des que, quoi, que qui, que quand, je sais pas quoi, qui s'enchaînent. C'est super laid. Donc l'auditeur, lui, alors toi, tu peux essayer de le passer en rognant les crêtes pour que ce soit bien arrondi. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Donc un auteur doit lire, il doit entendre le rythme de sa phrase. Pourquoi on aime les grands auteurs? Mais parce que c'est d'une fluidité magnifique, avec certaines ruptures, une ponctuation extraordinaire. Et tu repars, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Et donc en classe, c'est plus pratique? Moi, actuellement, je suis au lycée, comme je vous l'ai dit. Il y a des livres tels que Push de Sapphire, dont l'accent est inimitable, puisqu'il faut le lire comme la narratrice qui vient de East Harlem. Donc, à moins de vraiment connaître l'accent de East Harlem, c'est impossible. Ou bien un livre comme Everything is Illuminated de Jonathan Safran Foer, où il y a plusieurs voix, et l'une d'entre elles est une voix d'un personnage qui parle avec un accent russe. Et c'est incroyable. Quand les élèves l'entendent, ils le trouvent drôle. Mais il faut aussi... Et ça, c'est un livre où, quand on l'entend, on l'aime plus parce qu'on se rend compte de l'humour qui vient par exemple, de l'accent de ce personnage. Et je peux en citer plein d'autres où, effectivement, pas tous les professeurs sont capables de lire, et encore moins les élèves sont capables de lire avec ces accents qui sont nécessaires pour la découverte des personnages et des narrateurs. Travailler avec des livres audio, vous êtes en avance, vous avez l'impression d'être en avance par rapport à vos collègues?
Je ne veux pas faire de généralité. Je trouve Est-ce que vous avez beaucoup de collègues qui travaillent avec des livres audio? Voilà, on va plutôt la tourner comme ça alors. Alors, je trouve que c'est un peu Eh mince. générationnel. Des professeurs qui sont allés à l'université où on leur a peut-être appris que voilà, c'est un nouvel outil, comme d'autres outils de l'enseignement, tels que le tableau numérique, etc., sont peut-être plus aptes à utiliser, puisqu'on leur a appris au niveau pédagogique comment insérer un livre audio dans une séquence. Oui. Donc, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est savoir comment l'utiliser de manière très concrète pour construire un cours. Et peut-être qu'il y a un travail supplémentaire à faire à ce niveau-là. Et puis aussi, il y a l'autre pan, c'est donner aux élèves l'envie de découvrir de manière individuelle. Et ça, c'est peut-être une chose intéressante parce qu'on dit toujours que les enfants ne lisent pas assez. Et peut-être que simplement pour leur donner le désir de lire, il faudrait mettre à leur disposition plus de livres audio pour que ce soit quelque chose qu'ils découvrent avec joie. Je pense que ça leur donnera envie Vous pensez que ça leur donnera envie de lire davantage en écoutant et que ça les fainéantiserait pas davantage encore? Ça faisait partie de mes questions, je vous remercie de la poser. Je vais défendre mes élèves en disant... Oui, c'est ça. Je vais défendre mes élèves en disant que je pense qu'ils ne sont pas fainéants. Je pense qu'il faut les intéresser et leur donner la passion d'eux. Et je pense que, étant donné la nature de notre monde numérisé aujourd'hui, la manière dont leur capacité à se focaliser sur une chose a évolué comparé à notre génération, qu'on peut peut-être leur donner envie et leur développer, cultiver chez eux une passion parce qu'ils ont plus l'habitude d'écouter qu'ils n'ont l'habitude de lire. Donc, par exemple, je sais que je peux leur donner 3 chapitres à lire dans 1984. Ils vont pas l'avoir fait où ils ont lu un chapitre, mais quand je me mets à le lire à haute voix en classe, subitement, ils sont subjugués. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a une capacité, il devrait y avoir une manière de... Si je leur dis... Alors, ceci étant dit, je veux pas... Pour peut-être revenir à l'idée de la fainéantise, je crois que l'acte de la lecture est un acte essentiel de la construction de l'intellect et on ne peut pas le leur enlever. D'un côté, il y a un côté passif, de l'autre côté, il y a un côté actif. Donc, je pense qu'il faut associer les deux et que peut-être un catalogue audio permettrait de construire une culture générale. Parce qu'on aura lu ou écouté un certain nombre de livres qui sont essentiels pour pouvoir en comprendre un ou deux en profondeur qu'on lirait ensemble. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a une différence entre mâcher une banane et prendre une banane qui est déjà pré-mâchée. C'est l'image du jour par rapport au fait d'écouter un livre et pas se l'approprier en mettant les voix qu'on veut, en mettant le rythme qu'on veut, en prenant le temps de s'arrêter. Peut-être qu'une image à un moment va nous marquer, ça va nous rappeler un souvenir, des vacances, et on s'évapore. C'est ça le livre qui est, tu vois. À partir du moment où effectivement tu écoutes tout le temps, tu es toujours dans la passivité dont tu parlais à l'instant, et je crois que cette fonction neuronale, comme on l'a vu pour l'écriture, tu sais qu'en Amérique aujourd'hui, tu as carrément des écoles où tu n'apprends plus à écrire, tu tabules directement. Le cerveau, non, il a besoin de la calligraphie, tu vois, du développement. Je suis absolument d'accord. Et je pense que la passivité, non, c'est à moi. Je pense qu'il est essentiel de ne pas perdre la capacité de lire un livre en profondeur, l'analyse, de s'arrêter sur une phrase, sur la construction d'une phrase. Une phrase, lorsqu'on l'écoute, c'est à une vie une fois. Une phrase, lorsqu'on la lit, en a une autre. Moi, je sais que j'essaye de permettre à mes élèves de découvrir en profondeur 3, 4 beaux classiques. Et je leur dis, là, ensuite, je voudrais que vous ayez la capacité d'en lire d'autres. Mais c'est vrai que aujourd'hui,
je voudrais, par exemple, qu'au lieu de lire juste des extraits de classiques, qu'ils puissent lire un extrait, bien le comprendre, et puis ensuite lire en entier. Et là, je me dis peut-être que le livre audio permettrait. Donc le livre audio, en fait, est un support supplémentaire par rapport au livre papier. Oui. On ne travaille pas ou sur l'un ou sur l'autre. Enfin, les livres papier, Non, si, on peut travailler sur l'autre. Je veux dire, le livre audio, on ne travaille pas seul. C'est juste un accompagnement. On ne peut pas. À C'est ce moment-là, en tant que pédagogue, Oui. je perds quelque chose, mes élèves perdent quelque chose, et au niveau de la construction de l'intellect, nous perdons quelque chose. Oui. C'est peut-être une amorce, tu vois, peut-être un chapitre lu, et puis les suivants, si tu veux connaître la suite, bah, tu le lis. Non, et puis pour l'apprentissage des langues, il y a une vraie complémentarité aussi, parce que bien entendu, il y a la lecture qui est très importante, mais je présume qu'il y a aussi l'aisance de compréhension orale, et écouter un livre audio, c'est aussi pour apprendre. Absolument. Sachez que, par exemple, au baccalauréat, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on a réformé le bac, et en LV1, donc langue vivante, il y a une partie du bac n'est que compréhension de l'écoute. On écoute un texte audio ou vidéo, et ensuite on transcrit le sens. Et ça, effectivement, c'est une autre approche de l'utilité du livre audio. Depuis combien de temps ça se fait, ça? À peu près 4 ans. 4 ans. Ah oui, c'est tout récent. Oui. Ah oui, donc effectivement, Ouais, ça fait partie des grandes réformes du bac. Écouter le livre en anglais, l'écouter en allemand, en espagnol, en portugais, quelle que soit la langue, effectivement, c'est une des compétences mesurées au bac. Quand on préparait la rencontre tout à l'heure, j'évoquais un petit peu l'idée de mémoire visuelle et mémoire auditive. Et peut-être par enfant, en fait, par jeune, dire tiens, voilà, toi tu es plus mémoire auditive, enfin plutôt leur faire passer un test et peut-être après leur confier ou de l'écrit ou de l'audio pour travailler sur un même livre. Ce serait possible, ça? Je pense, je crois qu'il y a effectivement des mémoires diverses. Je ne veux pas cantonner un élève dans toi tu es une mémoire auditive, tu ne vas faire que de l'audio, mais plutôt varier les offres un peu. Est-ce que peut-être que certains pourraient peut-être plus se retrouver dans une mémoire auditive? Certains, et à ce moment-là, c'est du ressort du travail individuel qu'un professeur peut donner à des élèves. Voilà, au cours de ce trimestre, il faudrait écouter tel nombre de livres. C'est une possibilité. Oui, donner, oui. L'idéal, pour synthétiser, c'est qu'il faudrait que l'élève écoute le livre en anglais, donc lu par un comédien, et qu'ils le lisent en même temps. Vous, de préférence? Non, parce que moi, je parle pas anglais suffisamment pour... tu vois. Mais tu vois, tu l'écoutes en anglais, avec un très bon accent. Hein, je parle vraiment d'un truc, tu vois. Et en même temps, tu le lis. Ouais. Donc là, tu fais toutes les mémoires possibles. Ça, ce serait pas mal. Et l'élève américain, tel que ceux avec lesquels j'ai travaillé lorsque j'enseignais à New York, découvrirait le français à travers votre travail. Oui, c'est ça, en fait. Oui, mais là, ce serait plus cher. C'est une œuvre pour l'humanité. Est-ce que, oui, vous en parliez, est-ce que vous commencez un petit peu à sentir venir le fait... Est-ce que vous déjà... Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a quelques collègues qui commençaient à s'y mettre. Est-ce que vous les faites venir dans votre classe pour leur montrer un petit peu qu'on peut peut-être changer une manière un petit peu de travailler ou du moins avoir ce nouvel outil? Moi, ce que je fais, c'est que je vais à la recherche des collègues qui veulent expérimenter. Ouais. Et donc, par exemple, avec une de mes collègues de français, nous avons monté un laboratoire du bilinguisme où on travaille dans 2 langues. On utilise beaucoup le cinéma et donc le visuel, mais effectivement, pourquoi pas décider d'utiliser les livres audio également. Parce que, étant donné que c'est un laboratoire de langue et de développement de la langue à travers la littérature et la société, pourquoi pas? Dans l'éducation nationale, vous pensez qu'un jour, il y aura un professeur qui dira « Bon, là, vous écouterez du chapitre 5 au chapitre 8 Oh, je m'imagine que je pourrais le faire, mais ça ne veut pas dire que je ne leur demanderai pas de le lire. Oui, c'est Voilà. ça, oui, c'est toujours la complémentarité. Hein. Absolument. Est-ce que c'est...
Est-ce que c'est la même chose de lire un texte et de le jouer sur scène? Est-ce que pour vous, Bah, bien sûr, c'est le même que, processus? Non, parce que quand tu joues, tu as tout ton corps. Oui. D'ailleurs, c'est Marcel Proust qui disait dans un de ses livres, je suis allé au théâtre hier et le coude du comédien ne jouait pas. Incarné dans la chair. Donc quand tu joues, tout ton corps joue. Oui. Tes chaussures, ton costume, etc. Tu vois, fait que d'emblée, tu marches pas pareil. C'est pas pour faire comme, c'est pas pour faire genre, c'est que forcément, tout le corps, il va avoir... moi, si je veux une voix très très grave, je vais placer ma tête d'une certaine manière. Si tu vois, donc déjà, le corps va déjà bouger juste de devant un micro. Alors, t'imagines de surcroît quand tu dois faire quelque chose. Moi, quand je gueule devant un micro parce que le personnage va se mettre à gueuler, tu vois, va vraiment, tu vois, un truc terrible, je m'écarte un peu par rapport au son pour que ça sature pas. Mais même si je fais ça avec mes bras, tu vois, si à un moment il dit donne-moi un coup de poing, aïe, ce genre de machin, je suis assis. Tu vois, alors si j'étais debout, tu ne vas pas rester 8 heures debout, parce que tu serais vraiment crevé, mais donc tu te donnerais un peu plus, mais tu ne donnerais pas autant que si tu étais effectivement sur scène ou devant une caméra, parce que le coup de poing, tu vas vraiment le donner. Donc tu as tout le corps, tu as tout le machin, tu as répété, donc tu vois, là c'est des hommes troncs, tu vois, donc tu fais ce que tu peux avec le machin, tu vois, et tu es obligé de mimer. Je veux dire, tu ne peux pas jouer une scène d'action, même devant un micro, sans la mimer. Mais c'est évidemment pas le même engagement. Parce que déjà, tu vas retenir un peu ta voix, ou tu vas t'écarter pour pas que ce soit saturé. Tu n'es pas libre. Sur une scène ou n'importe où, tu fais ce que tu veux, tu balances ce que tu veux. On s'en fout. Tu as de l'espace. Les gens veulent voir le truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas le même investissement. Quand vous allez enregistrer un roman, comment est-ce que vous le travaillez, ce roman? Tu le lis en général avant. Vaut mieux? Ouais. Le découvrir non, sur moi j'en ai fait plusieurs sans les lire avant. Sans les lire avant? Je faisais 50 pages pour voir les voix principales. D'accord. Et parce que c'est du temps de lire. C'est-à-dire, si c'est pour lire en diagonale, ça sert à rien. Donc je connaissais un peu les voix principales. Ça me permettait d'avoir mon héros et de prendre globalement ma voix à moi. Parce que c'est celle que tu vas utiliser le plus souvent, d'accord ? Sauf que parfois, tu peux avoir de sacrées surprises. Moi, j'ai des copains qui me racontaient qu'ils commençaient 1 page, 2 pages, avec une voix un peu particulière. Et puis, ils se rendaient compte que c'était 20 pages comme ça. Ils se disaient, bon, on recommence tous, que je ne tiendrai pas 20 pages. Ou à l'inverse, quand tu ne connais pas trop les bonhommes, tu commences une manière de jouer sur 1 page. Et puis après, c'est marqué avec sa petite voix fluette. Ah, mince. Alors que toi, tu lui as donné une voix assez présente. C'est assez percutante, dit-il avec sa voix fluette. Oh merde. Alors là, tu recommences. Ok, bon, tu remontes, on va. Ok, et tu recommences. Ah oui, alors au fait, je vous ai pas raconté, j'ai croisé votre femme hier. Et là, tu refais tout. T'es là, t'es content, tu vois. Donc c'est ça, à ce titre-là que c'est mieux si tu veux de les lire avant. Et moi, que je refais bientôt 2 livres d'un auteur qui me veut. Et que j'ai croisé, avec qui j'ai déjeuné, on s'entend bien. Et j'ai voulu, là, pour le coup, faire les choses encore mieux. Donc, pour les 2 prochains livres, j'ai fait une liste des personnages et attribuer déjà une voix avant l'enregistrement pour savoir exactement... Un peu comme une bible des personnages pour une série, en fait, pour suivre... Comme ça, je saurai exactement ce que je veux comme voix. Parce que quand tu as 2-3 hommes de 40 ans qui parlent et que tu n'as pas trop de précision sur les intonations, sur le jeu, sur le truc... 40 ans, ça ne veut rien dire. Tu as des gens de 40 ans qui ont une voix vraiment plus lourde, ça dépend du physique, d'autres une voix plus légère. Donc là, en plus, c'est des personnages. Il y en a qui a un Albanais, c'est un tueur albanais. Alors, si on fait parler comme ça, c'est pas terrible. Voilà, tu vois. Et dans le livre suivant, ne prononcez jamais leur nom, c'est un psychopathe de Hendaye, Pays Basque, qui a une voix vraiment... là, tu te fais ta couleur à toi, tu vois. Et donc, un jour, j'ai déjeuné avec Jacques et je lui ai fait la voix. Je lui ai dit, voilà, pour ton bonhomme, j'ai pensé à ce genre de voix un peu inquiétante. Parce que je vous préviens, il y a une chose que vous devez savoir. Mais avant de vous tuer, et je vais d'abord vous faire souffrir. Et il est en face de moi, il me dit, c'est bon, on prend cette voix-là, c'est bon. Il est avec sa femme et tout. Et puis son éditeur est arrivé un quart d'heure après, il dit, François, fais-lui la voix du bonhomme, là, machin, du fou. Donc j'ai fait, dit, d'accord, on va commander, hein, on va commander, c'est bon. Tu vois, parce que et là, tu en as le frisson. Et si tu n'as pas ce frisson quand tu fais un personnage inquiétant, ou si tu n'as pas une voix un peu drôle, quand tu fais un bonhomme plus sympathique, ou plus rondouillard, ou tu vois... tu t'es pas connecté, tu sens bien qu'il y a un moment, et avec l'ingé son qui est le directeur artistique qui t'enregistre, il y a un moment où il dit c'est ça. Parfois tu lui fais 2-3 voix, tu dis ouais là tu l'as un peu perdu, refais un peu plus comme ci, comme ça. Et il y a un moment où il dit oui c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison parce qu'on est 2 à être d'accord, mais c'est déjà plus rassurant. C'est comme quand tu fais un montage et avec le monteur tu as les yeux, tu partages déjà à 4 yeux, tu vois, tu veux 4 yeux, tu partages déjà un petit peu.
c'est plus rassurant, c'est plus confortant. Donc un livre, normalement, oui, c'est bien de le lire, mais plus pour les voix, plus que parce qu'une fois que tu l'as lu, peut-être une semaine ou 2 mois avant, tu feras les mêmes erreurs à certains mots difficiles, etc. Mais au moins, tu auras des voix que tu assumeras, dans lesquelles tu te sentiras vraiment bien, tu valideras. Et donc pour le jeu, tu es libre après, tu es sur un rail. Et un livre jeunesse se travaille de la même manière? Moi, je n'en ai jamais fait. Vous avez jamais fait? Bon. Okay. Non, j'en ai jamais fait de livre jeunesse. Voilà, il faut lui faire un livre jeunesse. Moi, je fais que des polars, moi. Ah oui, c'est sûr. On me demande de faire Mais qu'est-ce que vous faites là, François, alors? J'étais avec les petits poulets tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est un exercice, s'il vous plaît. Non, mais les livres de jeunesse, bien sûr, moi j'adore les enfants. Et je trouve génial de leur donner un autre temps, un autre timing, tu vois, une autre présence et de repenser quand on était des petits poulets, tu vois. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui me racontait vraiment des histoires, ou qui les lisait, ou qu'il racontait de son enfance. Et il m'a développé un imaginaire remarquable. On ne regardait pas la télé. Donc quand tu as ton père qui te raconte, ou ta mère qui te raconte son enfance à la campagne, machin, tu connais un petit peu le décor parce que tu es déjà allé chez la grand-mère, et il te raconte le machin, et tu vois tout. Et moi vraiment, je dis merci à mon père pour ça. Il m'a développé un imaginaire extraordinaire en me racontant des histoires. Et moi, je les voyais. Quand les gens me racontent quelque chose, je vois. Donc pour la mémoire, parce qu'on parlait de trucs sensoriels tout à l'heure, j'ouvre des cases et dès que je vois quelqu'un, j'ai les cases avec tous les souvenirs parce que j'ai des cases qui s'allument. C'est ma manière de faire. Et je cherche pas, tu vois, j'ai une case avec tous les souvenirs des gens parce que j'ai mis une image. Donc si tu m'as raconté tes vacances en Grèce, j'ai pas les images que toi tu as vécues, mais je me suis fait les miennes avec ton récit. Donc quand je te vois, j'ai tout mon dossier qui sort avec tes images. Pas mes images de tes images. Tu vois le truc? Oui, bien sûr. Donc les enfants, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux prendre ce temps de te souvenir de qui tu étais et de savoir quand accélérer, quand ralentir, quand adoucir, parce que peut-être que ça fait un peu peur. Alors faire un peu peur, certes, mais pas trop. On va pas faire un cauchemar. Enfin, tu vois. Donc oui, moi, à cet égard, oui, ça m'intéresserait. Je crois avoir cette âme d'enfant et j'en suis ravi, je la revendique absolument. Donc je trouve ça super. Monsieur de production à noter? C'est noté. Non, mais elle le sait, je lui dis. Je l'appelle tous les quarts d'heure, alors tu sais. Anissa, est-ce que justement vous avez vu, vous, en classe, des textes lus qui ont révélé les élèves? On dit, oh, c'est fantastique parce que justement, vous... alors qu'ils pouvaient être un peu réfractaires en disant, tiens, on va étudier ça. Oh, oui, mais... Absolument. Et pour moi, l'outil principal pour initier les élèves à un intérêt à un texte que je leur je leur présente, c'est je commence en lisant le premier paragraphe, moi. Ah oui, vous commencez comme ça. Parce que je mets le ton, parce qu'effectivement, il faut mettre de la couleur, il faut mettre de l'intonation, il faut amener de la vie. Et souvent, quand c'est une langue qui est une langue étrangère, ils ne savent pas quels sont les repères. Et donc, la lecture permet ça. Et donc, je vous disais que c'est pas nécessairement évident pour chaque professeur de trouver cette tonalité. D'avoir des livres audio à leur disposition pourrait leur permettre de créer ce déclic qui ensuite mène à la lecture. Et moi, les livres audio et des cours de théâtre. Ouais. Et à partir de là, on a un super prof. Absolument. Ouais. C'était très juste. On a tous connu des profs qui étaient exaltants. Moi, j'ai eu un prof d'histoire géo en 6e, 4e et 3e. Il prenait sa règle, tu sais, il y avait des longues règles de 30 cm, et sur scène, il mimait les combats. T'es gamin, tu vois ton prof devant toi sur une petite estrade, et il attaque Louis XIV, tu vois, et t'es comme ça, je dis, mais t'es captivé. Alors, à l'inverse, j'ai vu des profs de français, ou même plus tard à la fac, un prof de pédagogie. Ah oui, un prof de pédagogie, tout le monde dormait dans l'amphi. Il enseigne la pédagogie. Je ne sais pas si tu vois le truc. Ah ouais. Donc, quand tu as des profs merveilleux, on s'en souvient toute notre vie. Donc, peut-être qu'à eux, il faudrait un peu de générosité, un peu moins de pudeur, un peu plus de risque, et qui donne cette envie, qui propulse cette envie à des enfants, parce qu'ils s'en souviendront toute leur vie des bons profs, toute leur vie. Alors, par exemple, il y a des textes, parce que vous me demandez certains textes. Les textes de Hemingway, par exemple, en première, je travaille beaucoup avec Hemingway et Fitzgerald cette année. Il y a beaucoup de dialogues dans Hemingway, et il y a même une certaine violence entre les personnages qui est décrit simplement à travers ce qu'ils se disent ou ce qu'ils ne se disent pas. Et si on ne l'entend pas,
on ne découvre pas nécessairement cette violence entre les êtres si l'anglais n'est pas une langue avec laquelle vous avez une grande facilité. Donc effectivement, de l'entendre permet d'accéder à un des secrets du texte plus facilement. Est-ce que ce serait possible pour Audible justement d'aller discuter avec l'Éducation nationale en disant on va vous proposer quelque chose avec les livres audio, peut-être des formations pour les profs en disant faisons avec peut-être les méthodes d'Anissa, hein, peut-être qui a essayé des choses. Ce serait possible ça d'aller voir l'Éducation nationale, vous pensez? Alors c'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre. J'imagine bien, mais est-ce que ce serait quelque chose de possible? On sait que le livre audio peut servir pour une éducation plus ludique, c'était du coup le sujet. Oui. Mais le dialogue avec l'éducation nationale ne relève pas de moi. Donc, Parce que... Oui, aussi à titre personnel, non, mais c'est... Après, je ne vous dis pas de vous engager en tant que Audible. Je dis, voilà, est-ce qu'il y aurait une manière de réfléchir, peut-être? Nous, donc on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on sait... Retournez votre papier, c'est pas écrit dessus. Non, c'est pas du tout écrit dessus. Notre étude récente, effectivement, de OpinionWay montre que 67% des personnes interrogées voient l'intérêt de l'audio pour une éducation plus ludique, pour l'éducation des enfants. Et je lisais effectivement les 75% autour de l'apprentissage des langues. C'est ça, hein? Exactement. Et oui. C'est très intéressant. Ça aussi, n'hésitez. On peut le trouver, ce sondage, parce que moi, vous me l'avez gentiment envoyé. Il y a une version, presse. Il y a une version presse. 67% pour l'éducation des enfants. Je vous renvoie vers... 65% pour se cultiver davantage. C'est donc voilà, c'est tous les impacts pour écouter par rapport au livre audio. La possibilité de lire plus souvent, l'enrichissement du vocabulaire, etc., etc. Et les gens sont plutôt très réceptifs. Donc maintenant, il faut convaincre les professionnels de l'éducation. Ceci étant dit, pour retourner vers les réformes récentes dans l'enseignement des langues, le fait que l'on doit au bac et à d'autres examens mesurer cette capacité de comprendre l'écoute. Oui, c'est que ça commence de plus en plus à... qui veut dire que l'éducation nationale se rend compte de l'importance de cette chose. Oui. Donc on n'est pas à convaincre l'éducation nationale de l'importance de l'écoute et de la compréhension de l'écoute. C'est peut-être... à quel degré est-ce que ces outils-là sont, que vous pourriez faciliter l'accès à ces outils? Parce que c'est aussi ça. C'est une question pour Anissa. Anissa, comment ça se passe alors justement les langues à l'étranger? Parce qu'en France, on a un problème avec l'oralité, il n'y a pas photo. Et c'est en train un petit peu de bouger. Mais ailleurs, parce que vous voyagez, vous bougez, vous voyez d'autres choses, vous avez des collègues, vous pouvez échanger. Est-ce que justement cette oralité, elle est déjà bien plus présente acquise et concrète dans l'éducation des langues? Alors, il faut dire que souvent, on critique les difficultés que l'on peut rencontrer en France vis-à-vis l'acquisition des langues étrangères. Moi qui ai enseigné aussi dans les écoles publiques à New York et qui a été formatrice de professeurs dans ce qu'on appelle the New York Public School System, je trouve que chez les Américains, il y a aussi des défaillances et que... l'acquisition d'une langue autre que l'anglais n'est pas particulièrement facile. Ça, c'est normal, puisque de toute façon, c'est l'anglais qui est dans le monde entier. Donc, ils n'ont pas à s'emmerder à apprendre une autre langue. Mais nous, en France, on est obligés. Tu vois, le danois, l'espagnol, l'italien. Donc, comment ça se passe au niveau européen? Est-ce que l'oralité dans l'apprentissage est plus poussée qu'en France? Je pense que... Bien, celle-là aussi. Inévitablement, l'oralité fait partie des outils de l'enseignement, que ce soit au Danemark, en Angleterre, en Irlande. Et le degré aussi, je veux dire,
utiliser le livre audio en classe dépend aussi de quel est l'équipement présent dans une salle de classe. Donc, est-ce qu'on a... comment veut-on... Est-ce qu'il y a les moyens voilà. de faire ça? Donc, il y a certains pays où il y a un financement de l'éducation nationale qui permet à ce que chaque élève ait accès à des choses qui facilitent l'utilisation d'eux. Est-ce que l'oralité est plus répandue dans ces pays-là? Je pense que, oui. Mais encore, je ne veux pas généraliser. Dans les pays peut-être plus en rapport avec le conte, peut-être que l'Allemagne, peut-être que des pays comme ça, qui ont plus un rapport avec les contes, effectivement, qui se sont baladés à travers le temps. Alors, tout ce que je peux... Parce que nous, en France, on n'est pas tellement une patrie de contes, finalement, beaucoup moins que les Allemands. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que on sait très bien que... Je ne veux pas parler de certains systèmes nationaux dont je ne connais pas les détails. Oui. D'accord? Donc, parce qu'à ce moment-là, je m'aventure vers quelque... Mais... Effectivement, par exemple, le Danois un Danois ou une Danoise parle l'anglais avec beaucoup plus de facilité parce que ce qu'il se passe dans leur salle de classe, c'est que d'abord l'apprentissage de la langue vient très tôt et effectivement l'oralité fait partie de quelque chose d'important. Une chose que j'ai remarquée, c'est que on a moins peur de prendre la parole. Je reviens à ce dont vous parliez, cette histoire de... Arrêtez de vous montrer du doigt, là. Voilà. Moi, par exemple, je dis à mes élèves, mais c'est pas important si tu as un accent ou tu n'as pas d'accent. Parle et n'aie pas peur de te ridiculiser parce que, par exemple, l'anglais est une langue internationale. Au Japon, les Japonais parlent l'anglais avec un accent japonais, en Australie avec un accent australien, en Inde avec un accent indien. C'est néanmoins de l'anglais. Et comme disait François tout à l'heure en s'amusant un petit peu avec son accent du Nord, là... 2-3 dans l'eau, mais c'est un peu plus dans le Nord. Mais sachez... c'est en 3 Pour en parler de... Je suis jamais allé à 3. Pour en parler de manière très personnelle... Est-ce qu'on peut parler français avec un accent? Est-ce qu'on peut parler anglais avec un accent français? Ma mère, qui est française, parisienne, du 15e, a vécu aux États-Unis pendant 10 ans. Elle avait son accent Frenchy et elle l'a gardé parce qu'elle était la cute little French girl. Et tout le monde l'adorait. Et je pense que... je le dis à mes élèves, je leur dis, mais n'ayez pas peur de votre accent français. Quelque part, un jour, il vous fera du bien, votre accent. Et donc... Si on décide de le conserver, mais que ce ne soit pas un handicap parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et tu vois, je pense que les enfants qui restent dans cette optique, je dois avoir cet accent parce que finalement je suis quand même français, donc c'est normal que j'ai un accent. Moi je trouve ça vraiment bête. Joue à l'accent si tu veux, mais sois capable de faire quelque chose de propre. Mais, sachez par exemple, vous avez vu les petits de bilingues qui sont venus vous écouter. C'est les élèves de mon école. Oui. Et j'aime dire que chez nous, on forme des élèves bilingues. Quand on les prend, ils sont tout petits. Peut-être qu'aucun de leurs parents ne parle l'anglais, mais ils commencent à 3 ans. Et quand ils arrivent dans ma classe en terminale, ils ont 20 au bac en anglais. Tu m'étonnes, bien sûr. Voilà. Et pour reprendre l'exemple des pays scandinaves, l'inverse, parce qu'on parlait des voix tout à l'heure, le doublage français, c'est la France qui a inventé le doublage. On a le meilleur doublage au monde. Donc, le problème, c'est que quand tu as un très très bon doublage, tu regardes en français pour la plupart du temps, de la part des spectateurs. Alors que les pays scandinaves, il n'y a pas de doublage. Tout est sous-titré. Donc le gamin, quand il regarde un film, c'est forcément en anglais. Depuis qu'il est enfant, même un Walt Disney ou ce que tu veux, il va regarder un film, ce sera sous-titré en danois, mais ce sera de l'anglais qu'il entendra. Nous, c'est du français. Mais donc, encore, donc je on a déjà un train de retard avec ça aussi. Je ne veux pas tomber dans les généralités parce qu'on a vu dans l'éducation nationale quelque chose de très défini, un changement. Pour les élèves en terminale L qui choisissent l'anglais, une grande majorité d'entre eux ont des notes bien supérieures aujourd'hui qu'ils ne l'avaient avant. Mais parce qu'il y a beaucoup plus d'anglais accessible via les séries, etc. Et quand je leur pose la question comment,
Ils me disent parce que je les écoute Oui, en version oui, originale. sauf que les enfants aujourd'hui, les petits-enfants aujourd'hui, à part peut-être ceux de ton école, tu sais, où ils sont déjà bilingues, machin, Ouais. mais d'habitude, je veux dire, regarde tous les enfants d'Ototo, ils regardent la version française. Pas nécessairement. Parce que moi, de ce que je vois autour de moi, tous les enfants regardent la version française d'un dessin animé anglais, tu vois. On va dire pour modérer les deux, je pense qu'effectivement les petits vont regarder en français Mais les et dès ados- que les ados deviennent des fans Oui. de telle série, Voilà. dès que effectivement et même moi j'ai vu ça parce que moi je suis spécialisé aussi en littérature jeunesse. On voit ça par rapport à Harry Potter, qui est on va dire le roman que tout le monde connaît, hein, c'est pour ça que je le cite. Avant que le livre sorte en français chez Gallimard, les fans étaient déjà allés le chercher en anglais dans les librairies anglaises, etc. etc. Donc le côté fan-attitude permet aussi de développer l'anglais. Et pareil pour les séries qui mettent toujours 6 mois, 1 an à sortir en français. Ce dont je vous parlais au niveau du bac, moi j'examine des élèves sur toute l'Académie de Paris, hein, pas juste mes élèves à moi. Et j'ai vu depuis quelques années un changement, un réel changement. Ouais. Et je leur pose la question après l'examen. Et ils me disent, je regarde des séries en version originale. C'est un outil avec beaucoup de potentiel. Tout va dépendre de la manière dont il est aussi mis à la disposition des professeurs. Parce qu'il y a aussi un aspect financier. C'est ça. Il faut l'acheter, le livre audio. Oui. Est-ce qu'on va le demander à l'élève de l'acheter? Est-ce que l'école va l'acheter? Comment ça va se faire? Et souvent, c'est ces choses-là qui limitent l'utilisation d'une nouvelle technologie. L'avantage peut-être, alors effectivement, c'est vrai que peut-être que le système Audible est un peu compliqué parce que c'est pas réellement un fichier qu'on a sur son... Enfin, je crois, c'est pas réellement un fichier, quoi, si? Comment ça fonctionne d'un point de vue technologique? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si un établissement l'achète, est-ce qu'on peut se le partager? Est-ce que 43 classes peuvent l'écouter en même temps en achetant un fichier? Ah non, effectivement. Non. Oui, c'est ça, il faut que le comédien se déplace, oui. Non, effectivement, pour l'instant, on a une offre d'abonnement C'est qui est personnalisée. Donc, Voilà. chaque abonné peut choisir son livre Donc audio en tous gros, les il y a mois. un ordinateur où on pourrait faire par exemple une salle réservée à l'oralité et à l'audio, pour qu'il y ait effectivement un poste qui puisse passer tel ou tel livre. Pour effectivement étendre ça de manière systématique, il faudrait trouver, est-ce qu'on peut faire ça dans une école ou dans les écoles systématiquement? Il faut réfléchir à la logistique de la chose et la chose financière, c'est toujours ça. Anissa Bouziane, Merci merci Anissa. beaucoup. On va remercier François Tavares. Merci François. Merci François. Et on va remercier Héloïse et Merci l'Andalousie Héloïse. de la société Audible. Merci à vous. Merci à toi. Merci à moi.